Avec vous, Ange Calderon, bonjour, vous êtes notre invité du jour. Merci de nous accorder cet entretien. Alors vous êtes le président de l'association 7 octobre 2023, Vie brisée en Israël. Vous avez pris la tête de ce collectif parce que votre famille a été directement touchée par ces attentats du 7 octobre. Plusieurs membres de votre famille ont été tués, d'autres enlevés. Ces deux enfants, Sahar et Erez notamment, qui sont vos petits cousins. La première question qu'on a envie de vous poser forcément, c'est comment vont-ils ? Ils ont retrouvé leur mère il y a 10 jours maintenant. Comment se sont passées ces retrouvailles dans l'intimité ? Eh bien, ils ne vont pas trop mal physiquement, malgré les privations et les 52 jours de captivité. Malgré, oui, les privations un petit peu alimentaires sur la faim, une pita tous les 2 jours, une bouteille d'eau à se partager, les longues attentes pour aller au WC. Mais sur le plan psychologique, ils sont, pourrait-on dire, détruits, même s'ils ne le disent pas trop, car comme beaucoup de rescapés, comme les rescapés de la Shoah, ils ne parlent pas, ils parlent très peu. Pérez a retrouvé un petit peu de la gaieté qui caractérise son âge. Il a 12 ans, il est un petit peu dans l'insouciance. Quant à Sahar, il suffit de voir son visage sur les images pour comprendre qu'elle ne va pas très bien. De même que Miachem. Quand on voit le visage de ces gens-là, on comprend qu'ils ne vont pas très bien et qu'il va falloir longtemps, très longtemps, pour qu'ils retrouvent un sens à la vie. Voilà, ces premiers témoignages qui ont évidemment commencé à affluer depuis le début de cette trêve et leur libération, c'est qu'une partie de ces otages aurait été drogués pour faciliter leur libération et l'échange. Au moment de la libération de Sahar et Erez, vous décriviez le tsunami d'émotions qui vous emportait, vous et votre famille, mais vous disiez surtout appréhender finalement le dur retour à la réalité. Je vais vous citer, il va falloir leur dire qu'ils ont perdu leur grand-mère qui a été égorgée, qu'ils ont perdu aussi leur cousine égorgée dans ce kibboutz de Niroz. 10 jours après, j'imagine que l'histoire leur a été racontée. Oui, bien sûr, il a fallu leur dire tout ça. Et il a fallu leur dire qu'ils n'avaient plus de maison, qu'ils n'avaient plus de kibbutz, qu'ils n'avaient plus de village, d'endroit où aller. C'est pourquoi ils se trouvaient à Tel Aviv. Et même à Tel Aviv, ils se retournent au moindre bruit. Ils ont peur de voir surgir à tout moment des terroristes du Hamas. Et évidemment, ils sont totalement perturbés. Il a fallu aussi répondre à leurs questions, la question d'enfants de 12 et 16 ans. Mais où est papa, maman? Où est papa? Quand allons-nous le revoir? Et il a fallu leur répondre, ah mes chéris, papa n'est pas là, car il n'était pas avec lui en captivité. Et quand est-ce qu'on va le revoir? Ah bah, on ne peut pas vous dire quand est-ce que vous allez le revoir et on ne peut même pas vous dire si vous allez le revoir. Ofer Il a fallu leur Calderon. dire tout ça. Ofer Calderon, hein, c'est leur papa Oui, précisément, qui fait partie de ces 4 franco-israéliens encore aux mains du Hamas. Je crois qu'il a absolument. été aperçu quelques instants. En tout cas, c'est un élément de preuve de vie, si tant est qu'on puisse se qualifier ainsi, pendant ces longues semaines passées dans la bande de Gaza. Oui, tout à fait, mais ça fait déjà plusieurs semaines qu'il a été aperçu. Et depuis, nous n'avons aucune preuve de son maintien en vie, si l'on peut dire. Nous avons en revanche des échos de quelques exactions commises pendant la captivité, au-delà de la torture psychologique qu'a évoqué le frère d'Elia Toledano. Il y a aussi des tortures physiques, semble-t-il. Mais bon, il sera toujours temps d'en parler le moment venu. Une question justement, ce qui émerge au sein des familles, des proches des otages, c'est cette volonté de faire bloc forcément, de se protéger les uns les autres. Vous témoignez à distance, vous êtes en France, vous n'êtes pas retourné en Israël, mais c'est vous qui témoignez, hein. Vous êtes plusieurs de membres de cette famille à communiquer au nom de vos petits cousins. C'est pour les protéger au mieux, j'imagine. Oui, c'est pour. Donc moi, je suis français, vivant en France, et ça fait quelques années déjà que je ne suis pas allé en Israël, voir mes cousins germains et leurs enfants, donc mes petits cousins. Nous sommes très proches, nous avons un WhatsApp familial dans lequel nous communiquons régulièrement. Dès le 7 octobre, quand nous avons appris que 5 d'entre eux étaient supposés kidnappés, nous avons pensé à agir et avec la famille, agi dans ce sens pour fonder, avec la collaboration de la FINVAC,
notre association, qui a pour but premier d'œuvrer pour la libération des otages. Et je dis bien de tous les otages, pas seulement des otages français, mais de tous les otages. Puis d'autres actions dont nous pourrons parler si vous le souhaitez. 138 otages estimés encore aux mains du Hamas au moment où l'on se parle. Alors certains, forcément on peut le comprendre, les plus jeunes sont représentés par des membres de leur famille. D'autres ressentent à l'inverse le besoin de s'exprimer et de s'adresser notamment au gouvernement israélien. On a suivi évidemment à distance cette rencontre entre le collectif des familles, des ex-captifs et le cabinet de guerre de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre qui a été pris à partie par certaines familles. Vous faites passer la politique avant les otages. On a aussi entendu Sharon Aloni-Cugno, qui est une ex-otage. Il y a des extraits de cet échange qui ont fuité. Dire vous n'avez aucune idée de ce qu'il se passe là-bas. Vous dites avoir des renseignements, mais nous avons été bombardés. Ça, c'est la crainte numéro 1 aujourd'hui, c'est que ces bombardements enlèvent la vie à ces otages. Les craintes sont multiples. Nous avons des craintes de tous côtés. Bien sûr que les bombardements constituent une crainte et nous préférerions que la trêve soit reconduite et renouvelée. Mais il ne faut pas parler que de M. Netanyahou, il faut aussi parler de M. Yahya Sinwar. Il faut se rappeler que la trêve a été rompue suite à un attentat à Jérusalem pendant la trêve et à des tirs de roquettes qui ont provoqué en retour les bombardements israéliens. Donc nous sommes dans une situation tragique, mais il ne faut pas oublier le rôle joué par les dirigeants du Hamas. On ne peut pas parler que de M. Netanyahou. Pour vous, aujourd'hui, vous faites porter la responsabilité de la fin de cette trêve davantage au Hamas ? C'est la réalité des faits. On oublie qu'il y a eu cet attentat pendant même la trêve à Jérusalem et qui a été revendiqué par le Hamas et qu'il y a eu des tirs de roquettes très tôt le matin qui ont précédé la rupture de la trêve. De la même façon, souvent, on fait commencer l'histoire au 8 octobre et on a tendance, sur certains médias, à oublier le 7. Je ne parle pas de vous, bien entendu, qui avez fait un très bon reportage à l'instant même. Donc voilà, le problème est là. Et là, la situation, c'est à qui parle-t-on et à qui la faute quand on voit cette femme malheureuse dans les rues de Gaza avec ce tract de l'armée israélienne et qui dit « mais c'est pas de notre faute, et nous sommes que des civils ». À qui la faute? Je pose la question. À qui la faute? À M. Sinwar et au Hamas. Il faut quand même rappeler les choses dans l'ordre. Vous savez, on dit Israël affame les Palestiniens, leur a coupé l'électricité, le gaz, l'essence, etc. Mais on oublie que le 6 octobre, c'est Israël qui fournissait tout ça. Et quand on regarde la carte, que fait l'Égypte, leurs frères arabes, leurs frères musulmans? Encore aujourd'hui, toute la population voudrait passer en Égypte. Qui c'est qui ferme la porte? Ce ne sont pas les Israéliens, ce sont les Égyptiens. Et en même temps, Ange Calderon, on ne peut pas ignorer aujourd'hui cette colère qui s'exprime parfois très fortement en Israël. Certains des ex-captifs ont claqué la porte mardi soir de ce cabinet de guerre, pointant du doigt un Premier ministre qui n'écoute pas, qui intensifie ces bombardements et aussi peut-être qui ne communique pas assez auprès de ses familles. C'est ce qu'on entend beaucoup. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de ce gouvernement israélien, si tant est qu'il ait les moyens d'œuvrer en faveur de ces otages? Je reste campé sur la position des familles. C'est les otages, les otages et les otages. Voilà, mais tout en reconnaissant que ce n'est pas facile de dialoguer avec quelqu'un qui ne veut pas dialoguer et qu'on est dans une situation tragique. Voilà ce qu'on attend du gouvernement aujourd'hui. Il viendra le jour où M. Netanyahou devra prendre toutes ses responsabilités, mais il est prématuré d'en parler à l'instant. Voilà, nous attendons toute action pouvant mener à la libération de tous les otages. Voilà. Vous gardez espoir pour le papa, évidemment, d'Erez et Sahar. C'est ce qui vous fait tenir peut-être encore aujourd'hui au sein de la famille, cet espoir, ou est-il très mince au vu de ces images qu'on a montrées en début de journal et de cette bataille qui s'intensifie notamment dans le sud de la bande de Gaza? Nous tenons à garder espoir, nous voulons que les enfants retrouvent leur père. Donc, vous savez, l'espoir, c'est une des caractéristiques du peuple juif. Donc, nous voulons garder l'espoir, mais c'est vrai qu'il est de plus en plus ténu, de plus en plus mince. C'est malheureusement la réalité d'aujourd'hui, compte tenu de ce qu'on entend au jour le jour et heure par heure.
Merci beaucoup Ange Calderon d'avoir été notre invité du jour. Merci beaucoup pour ce témoignage et ces nouvelles de SAR et Erez.